Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de l'entretien de ce soir, la situation politique et judiciaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le directeur exécutif d'Amnesty International, Afrique de l'Ouest et du Centre, est bien placé pour la commenter, cette actualité bien sûr. Alioune Tine, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. C'est ouvert à Dakar le procès en appel d'Hissène Habré. Il avait été condamné pour crime de guerre, crime contre l'humanité et torture, condamnation à la perpétuité. Jugement en appel, et si Habré était innocent, pour vous provoquer un peu? Ben, écoutez, si le tribunal estime qu'il est innocent, il en tire les conséquences juridiques. Mais ce n'est pas notre avis. Nous qui avons rencontré les premières victimes, avons discuté avec eux et puis avions préparé l'ensemble des dossiers avec nos amis de Human Rights Watch, avec nos amis de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, l'association pour la promotion des droits de l'homme du Tchad, avec les avocats, avec vraiment les rapports bien documentés à l'époque, dans les années 80-90 par Amnesty International, qui sont les premiers documents sur lesquels nous nous sommes appuyés à l'époque. Moi j'étais à la radio, Reed était à Human Rights Watch, pour préparer les premiers éléments d'inculpation. Donc il y a un certain nombre de faits indiscutables, de faits prouvés, documentés. Et il y a des personnes qui ont souffert vraiment dans leur chair, dans leur sang, que nous avons rencontrés, qui ont souffert de torture. Il y en a qui sont morts de torture. Et nous avons entendu aussi vraiment des témoignages extrêmement poignants de tout ce qui s'est passé. Vous vous attendez à une confirmation du premier jugement des chambres africaines extraordinaires? Bien sûr, puisque nous sommes avec les victimes. Et ce n'est pas une mauvaise chose qu'on passe à cette phase supplémentaire qui permet quand même de tester grandeur nature si effectivement les chambres africaines extraordinaires répondent bien aux normes internationales sur la justice équitable. Cela renforce les droits d'Habré. Absolument, cela va renforcer les droits d'Habré, mais cela également va confirmer la légitimité et la capacité des Africains quand même à avoir ce qu'on appelle la souveraineté judiciaire, surtout pour les crimes internationaux comme les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité. Mais justement, tantôt c'est la Cour pénale internationale, tantôt les chambres africaines, tantôt même c'est des juridictions spéciales. Est-ce qu'il n'y a pas une cohérence d'ensemble à asseoir en Afrique? Il est évident qu'il faut faire confiance aux chambres africaines, par exemple. Faire confiance aux chambres africaines, oui, ou construire une cour africaine où il n'y aurait pas d'immunité pour les chefs d'État ou pour les autres. Une cour pénale africaine, c'est envisagé. Tu fais d'ailleurs que beaucoup de pays ont quitté la CPI aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Oui. Le problème que nous avons en Afrique, c'est le fait effectivement de la difficulté qu'il y a à juger certaines personnalités. Du fait des rapports de force qu'il y a sur place, du fait de l'inexistence d'une justice indépendante et d'une souveraineté judiciaire sur vraiment certains crimes qui sont des crimes internationaux. Et même, je dirais, du fait qu'il y a un tabou à juger un président de la République, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs. C'est une très grande difficulté. À quel niveau se situent ces difficultés? Ces difficultés, c'est le fait effectivement qu'un président de la République en Afrique peut-être estime que la justice qu'on doit lui appliquer revient de la justice divine plutôt que de la justice des êtres humains. Et il me semble que toute l'attitude d'Hissène Habré le montre vraiment à souhait. Le fait effectivement que les chefs d'États africains refusent d'être jugés aussi, c'est cela. Mais il n'y a pas que les chefs d'États africains. Oui, justement, j'allais en venir. Tous ces grands dirigeants du monde, notamment de puissance mondiale, qui refusent d'être jugés, leur pays refuse qu'ils soient jugés. Ils ne les jugent pas pour des questions tout simplement d'image de leur propre pays. Ou tout simplement parce que, comme les présidents africains, peut-être que leur jugement relève effectivement d'une haute instance, autre que celle des hommes. C'est ça le problème de fond. Et il me semble que c'est ça également qui crée cette espèce de résistance
des Africains et d'une certaine opinion de l'Afrique par rapport à la Cour pénale internationale. Mais cela ne saurait justifier l'impunité quand des crimes odieux sont commis. Il faut absolument que les personnes soient jugées. L'impunité est inacceptable dans ces cas. Mais la Côte d'Ivoire, justement, est-ce que cette mutinerie qui a éclaté en Côte d'Ivoire le week-end n'est pas liée aussi à l'affaire Gbagbo, aujourd'hui entre les mains de la CPI? Je ne peux pas faire de politique fiction, mais je peux faire un certain nombre de constats. Et dire tout simplement, quand vous avez une crise de cette nature, d'ailleurs qui intervient au moment où effectivement on a un développement tout à fait extraordinaire sur le plan économique et sur le plan financier de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est fragile. Ouais. Ça veut dire que ce symptôme qui peut signifier autre chose, beaucoup plus profond, doit être diagnostiqué. Elle peut rechuter, la Côte d'Ivoire. Mais d'Ivoire. Bien sûr, la Côte d'Ivoire est fragile, la Côte d'Ivoire est vulnérable. Et de mon point de vue, le fait de toujours verrouiller l'espace civique, le fait de ne pas avoir ou de ne pas donner le sentiment d'avoir une justice équitable. Mais le fait aussi d'avoir Laurent Gbagbo entre les mains de la CPI, non, vous ne voulez pas prendre ce risque. Écoutez, de faire un rapprochement entre cette mutinerie et la situation de Laurent Gbagbo. Il y a des choses beaucoup plus profondes. Aujourd'hui, il y a plus de 200, si vous voulez, militants pro-Gbagbo qui sont toujours en prison, qui n'ont pas été jugés. Aujourd'hui, il y a les difficultés réelles pour l'opposition de s'exprimer, de marcher. Vous avez vu de quelle manière ils ont été réprimés à l'époque. Aujourd'hui, il y a également les problèmes de la censure, vraiment des journaux qui sont interdits, des difficultés également pour la société civile toujours d'opérer, les défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Non, toutes ces questions sont des questions réelles qui existent et qui méritent vraiment d'être abordées avec beaucoup de sérénité et beaucoup de lucidité par les pouvoirs publics en Côte d'Ivoire. C'est plutôt l'armée ivoirienne qu'on entend parler. De mon point de vue, c'est le symptôme de quelque chose beaucoup plus profond. C'est la marque d'un malaise sociétal qu'il faudrait examiner. La marque également des problèmes, peut-être de démocratie, de droits humains, que les gens n'ont pas encore réglé de façon définitive. Et de lutte. C'est des problèmes, si tu veux, post-conflit. Oui, et peut-être de lutte pour la succession du président Ouattara, non? Je ne vais pas aller dans des considérations politiques, mais il me semble que c'est un symptôme qu'il ne faut pas négliger et qui montre que ce pays est encore vulnérable en dépit vraiment de son développement qui aujourd'hui est impressionnant sur le plan économique, sur le plan des infrastructures et tout. La Gambie, pays très voisin du Sénégal, verdict attendu de la Cour suprême sur l'élection présidentielle du 1er décembre. Cour suprême saisie par le président Yahya Jammeh. On sait, ça volte-face, il reconnaît sa défaite et puis pour après contester la victoire d'Adama Barrow, président élu selon la commission électorale indépendante. Vous attendez vraiment avec impatience ce verdict de la Cour suprême gambienne? Écoutez, cette Cour suprême ne fonctionne pas depuis 2015. Mais il l'a réactivé. Oui, et comment? Et le barreau gambien estime d'ailleurs que cette Cour ne répond pas aux normes constitutionnelles requises pour bien fonctionner. Donc, la décision de cette Cour suprême peut laisser les gens tout à fait sceptiques. Et de mon point de vue, d'après les informations que nous avons, les juges ne sont pas encore réunis pour pouvoir se réunir demain. Donc, selon certaines informations, certains juges refuseraient de siéger. Donc, nous pensons qu'il a perdu les élections. Il l'a reconnu. Et il me semble que faire autre chose aujourd'hui, c'est vraiment faire peser un risque totalement inutile pour toute la sous-région. Oui, malgré tout, la Cour suprême statuée quand même. Pour la Gambie. Et le proclamer vainqueur, par exemple. Retenons cette hypothèse. De proclamer qui vainqueur? Yahya Jammeh. Yahya Jammeh ne peut pas, je dis, sur la base des faits, sur la base des réalités qu'il puisse être proclamé vainqueur. Il n'attend même pas ça.
Il attend peut-être même que les gens disent, bon, écoutez, on va faire d'autres élections, ce qui n'est pas possible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps, je dirais, de la diplomatie pour trouver une résolution pacifique de cette crise. De ce point de vue, vous êtes en phase avec la CEDEAO qui avait annoncé une décision majeure à Accra lors de l'investiture du nouveau président. Mais bon, certains ont dit, bon, la CEDEAO lève un peu le pied, quoi. Comment vous le voyez, vous? Écoutez, je pense que c'est le temps de la diplomatie, de vaincre encore cette espèce d'orgueil qui submerge le président Yahya Jammeh, de discuter avec lui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, entreprennent ce travail. Moi, je salue ce que les cadres casamançais ont fait avec leur conférence de presse. Je pense que c'est très responsable. Et puis, nous soutenons aussi tous les efforts pour éviter, effectivement, vraiment qu'il y ait un conflit dans la sous-région. Donc, une résolution pacifique vraiment de la question gambienne, c'est la priorité, c'est ça que la CEDEAO fait et je pense que c'est ça qu'il faut soutenir aussi. Pourtant, vous, droits de l'hommiste, êtes accusé d'avoir radicalisé le président Yahya Jammeh en agitant la CPI. Je dis, moi je n'ai jamais agité la CPI. Oui, certains de vos collègues l'ont fait. Peut-être. Oui. On n'a jamais agité. C'est vrai. Nous admettons que même dans ce cas, nous sommes dans notre rôle. Les diplomates sont dans leur rôle, les politiques sont dans leur rôle, que effectivement les organisations de droits de l'homme quand même luttent contre l'impunité. Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher cela. Mais cela dit, c'est le temps de la diplomatie et on laisse faire. Ce n'est pas le temps de la justice à l'heure actuelle. C'est le temps de la diplomatie, c'est le temps d'une résolution pacifique de la crise. Et à partir de ce moment-là, ce que nous demandons à Yahya Jammeh par rapport à cette crise, ce n'est pas effectivement de l'aggraver, de l'accentuer en fermant des radios. Il y a des radios qui ont été fermées. Quand même, la radio Teranga, la radio Paradis. Et il me semble aujourd'hui, la censure n'est pas une solution. Au contraire, vous faites beaucoup de publicité à la radio. Et que les gens parlent, et que la parole dissidente puisse être vraiment proliférée en Gambie, c'est peut-être un bien et ça peut peut-être même amener la résolution de la crise. La résolution pacifique de la crise par les Gambiens d'abord. Et vous attendez que Yahya Jammeh parte le 19 janvier pour céder la place à Adama Barrow. La Gambie doit vraiment regarder dans les ressorts les plus profonds de son histoire, de sa culture, de ses traditions, pour trouver une résolution pacifique. Et pour cela, il faut que les bouches s'ouvrent et que les gens parlent. Oui, mais il faut qu'un président soit investi, installé, qui de toute façon, de Adama Barrow et de Yahya Jammeh. Je pense que toute la communauté internationale s'accorde à reconnaître que le peuple a choisi Adama Barrow comme président de la République. Et je pense que Yahya Jammeh l'avait reconnu, s'est rétracté, mais il faut qu'il revienne là-dessus parce que c'est comme ça qu'il peut entrer par la grande porte de l'histoire. En RDC, une solution semble avoir été trouvée. Joseph Kabila reste pour 1 an encore. Il ne pourra pas se représenter pour respecter la limitation du nombre de mandats à 2. Une bonne solution? Je pense que ce soit les Congolais eux-mêmes qui aient trouvé cette solution avec les évêques est déjà une excellente chose. Ça veut dire quand même que dans les pays africains, il y a des ressorts profonds pour résoudre les crises. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis, effectivement, que ça soit résolu de façon pacifique par, effectivement, cet accord sur lequel la plupart des hommes politiques sont d'accord, ça vaut mieux. Mais il me semble quand même, il faut que quand même les leaders africains respectent leur constitution, respectent la limitation de mandat. Parce que la violation de ces limitations amène énormément de problèmes. On dira un petit mot sur le Sénégal, la crise au sein du Parti socialiste qui atterrit à la justice parce qu'une plainte avait été déposée suite à des incidents violents à la veille du référendum de mars 2016. Vous, acteur de la société civile, comment vous voyez cette situation au Parti socialiste? Je l'analyse comme également des symptômes de pathologie démocratique dans les partis politiques et dans le pays aussi. Il faut effectivement
au moment où se trouve quand même le Sénégal avec son parcours démocratique vraiment chanté partout, que nous ayons ce genre de problème-là aujourd'hui dans la modernité, il me semble que ça donne à réfléchir à tout le monde. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, que des conflits à l'intérieur de partis ne doivent pas être transférés à la justice, ou non, la justice doit sévir à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances? C'est le plus vieux parti de ce pays. Oui. C'est le parti où il y a eu quand même un des plus grands intellectuels, des idéologues de ce pays, qui l'a construit. Et c'est lui qui a construit aussi les débuts de la démocratie sénégalaise. Je pense qu'il doit retourner dans sa tombe. Ouais. Vraiment, quand nous assistons à une situation de cette nature. D'autre part aussi, j'aimerais bien dire une chose aussi. Oui. Si nous avons des problèmes de cette nature, il faudrait peut-être que quand la justice est impliquée, que ce ne soit pas le procureur de la République qui soit en première ligne. Oui. Parce que le procureur, il prend quand même ses instructions du ministre. Qui devrait être en première ligne? Je pense le juge d'instruction. Le juge d'instruction, ça c'est important. Le procureur a retenu contre ces jeunes tentatives d'assassinat, entre autres chefs d'accusation. Vous savez, des dossiers de cette nature, j'ai l'habitude de les traiter depuis très longtemps. C'est des dossiers signalés, c'est des dossiers que suit le ministre, c'est des dossiers que suit le président de la République aussi. C'est pour ça, effectivement, pour avoir une justice équitable et l'impression d'une justice équitable, et non pas d'une instrumentalisation de la justice, il faut effectivement qu'on puisse avoir vraiment les moyens pour que des juges totalement indépendants, qui ne sont pas sous les ordres de l'exécutif, puissent avoir les dossiers en main. Très bien. Alioune Tine, merci. C'est moi qui vous remercie. remercie. Mes condoléances quand même à la suite de la disparition de votre collègue Aboubakry Mbodj, qui sera enterré demain à Dakar. C'est lui qui vous avait remplacé à la tête de la RADDHO. Oui, mais la levée du corps, c'est justement mercredi à 15h et à l'hôpital principal. Et nous remercions vraiment toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette épreuve. C'est vraiment une perte très lourde pour la RADDHO. Merci. Alioune Tine, directeur d'Amnesty International Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci de nous avoir regardés ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.